Gabon Echo, désormais sur Radio Gabon la référence. Gabon Echo, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. Gabon Echo, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon la référence avec Gérard Malekou, Fabien Guy, Ankevele. Bonjour et soyez la bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Gabon Echo. La communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC a été créée pour assurer la promotion et le renforcement d'une coopération harmonieuse et un développement dynamique de ses États membres. Les domaines de base de l'économie connus de tous sont les cibles prioritaires de ce développement. En effet, plus qu'ailleurs, les défis au sein de cette sous-région sont nombreux, surtout en ce qui concerne le développement économique. Depuis plusieurs années, malgré la volonté de faire avancer ce débat, l'intégration économique et commerciale marque le pas et cela ne profite pas aux 187 millions d'habitants qui composent cette zone. Du fait de ce retard, la volonté d'accroître et de maintenir la stabilité économique de la sous-région et celle d'élever le niveau de vie des populations conformément au traité de création de cette région n'ont presque jamais été mises en pratique. Pays pour la plupart pourvus d'un énorme potentiel en ressources naturelles, la chute des cours du pétrole il y a quelques années a dévoilé au monde la fragilité de ce marché. L'idée étant de répondre à des impératifs de développement économique et social plusieurs années après la création de cette institution. Que dire de la réalisation de ces objectifs au moment où plusieurs réformes institutionnelles sont en cours? Pour en parler, Gabon Echo reçoit cette semaine Jaurès Edundong, expert en relations internationales. Bonjour Jaurès et soyez la bienvenue à l'émission Gabon Echo. Bonjour à vous, bonjour également à nos auditeurs. Encore merci une fois de plus de m'avoir convié à débattre, à échanger sur ce sujet en rapport avec cette réforme institutionnelle en rapport avec la CEAC. Pour conduire l'entretien, Gérard Malekou. Bonjour Gérard. Bonjour Fabien, bonjour amis auditeurs. Et moi Fabien Guy Ankevele avec à la prise de son Shelly Maneya. Gabon Echo, c'est maintenant. Les membres de la nouvelle commission de la communauté économique de l'Afrique centrale ont prêté serment le 31 août 2020 devant le président en exercice de la communauté, Ali Bongo Ondimba. Et le 1er septembre 2020, la nouvelle commission de l'institution sous-régionale est entrée en exercice. Alors, Jaurès Edou, du secrétariat général à la commission, que dire de ce changement au moment où nous nous situons dans les réformes de l'institution? Pour répondre déjà à votre question de manière péremptoire, c'est important de revenir un tant soit peu sur les grandes étapes de cette organisation régionale qu'est la CEAC. Il faut rappeler que l'institution a été créée en 1983. Voilà, donc c'est la date officielle de la création de cet organisme-là. Ensuite, il y a eu la mise en place d'un secrétariat général en 1985 et la CEAC a connu une période, on va dire, d'inactivité de 1992 à 1998 pour des raisons entre autres de la perte de vitesse ou encore la perte de vitesse du processus de stabilité d'un certain nombre de régions au sein de cet espace géographique-là. Ensuite, il y a un dynamisme qui sera impulsé par les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC en mettant en place le programme de relance et de redynamisation adopté par les chefs d'État et de gouvernement en juin 1999 à Malabo, en Guinée équatoriale. Et cette rencontre-là va conduire à l'adoption dès 2007 d'un plan stratégique d'intégration et une vision à l'horizon 2025. Parce qu'une structure qui se respecte, une structure qui a une vision bien définie doit avoir une trajectoire, il doit avoir véritablement un plan d'action pour véritablement, bien évidemment, mettre en exergue un espace de paix, de solidarité, de développement équilibré et de libre circulation des personnes, des biens et des services. Pour la réalisation de cette vision, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté a donc décidé pour la période allant jusqu'en 2015 de retenir 3 axes suivants. Donc la paix
et sécurité et stabilité. Le deuxième axe, c'est les infrastructures, parce qu'on ne peut pas parler de la libre circulation des biens des personnes s'il n'y a pas d'infrastructure. Le troisième élément, c'est l'environnement, incluant la gestion des écosystèmes du bassin du Congo. L'autre élément qu'il faut mentionner dans les grandes étapes de cette organisation, bien qu'en balbutiement, mais fait quand même des efforts assez considérables pour véritablement mettre en musique cette intégration sous-régionale. C'est la réforme institutionnelle à la CEEAC qui a été ordonnée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC réunie à N'Djamena au Tchad le 25 mai 2015. Donc c'est à partir de 2015, lors de cette rencontre très fructueuse, où les chefs d'État ont décidé comme ça de pouvoir mettre en place un comité, et ce comité-là qui avait pour mission de rénover l'architecture institutionnelle exécutive de la CEEAC. Et le président Ali Bongo Ondimba a été mandaté par ses pairs à coordonner véritablement avec maestria cette réforme institutionnelle. Un comité de pilotage avait été mis en place. Ce comité de pilotage était présidé par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilebizé, donc ce sorti des travaux contenus dans ce conclave-là, notamment s'articuler autour de 3 points que je vais rapidement énumérer à nos auditeurs. Voilà. Donc, présentation du rapport des travaux du CTE dans le comité technique des experts. Le deuxième élément, c'est l'examen du projet de texte révisant le traité institution la CEEAC, dont le projet de texte ainsi validé avait pour ambition la mutation, de muter tout simplement le secrétariat général de la CEEAC en commission composée de 7 commissaires, y compris le président et le vice-président. Et l'autre élément contenu dans son rapport de ce comité-là, c'est l'examen du projet du plan d'action pour la mise en place de la réforme. Donc il y a un travail de fond qui avait été élaboré, qui a été adopté en décembre 2019. Donc le fait que ces membres de la commission prêtent serment aujourd'hui rentre tout simplement en harmonie avec un travail qui avait été élaboré par une commission. Donc, il y a eu une mutation du secrétaire général de la CEEAC à la commission du simple fait qu'on voulait mettre en place un organe qui aura un peu plus de légitimité et de la légalité. Dans la mesure où les membres de la commission, ou encore le président de la commission, je veux dire les membres de cet organe-là sont désignés par les pairs. Donc, ça fait en sorte qu'ils ont un peu plus de force, un peu plus de légitimité, comme je le disais, pour mettre véritablement en œuvre ce processus d'intégration sous-régionale. Monsieur Jaurès Edoun, donc vous qui suivez un peu bien la vie de cette institution sous-régionale, vous nous avez parlé des nouvelles réformes en détaillant les différents points qui devraient permettre, n'est-ce pas, de rebooster cette institution. Mais on a comme l'impression que cet organisme a connu plus de succès, entre guillemets, sur un plan politique et sécuritaire, et que les aspects économiques passaient un peu, on allait dire, en second plan. Ça, c'est un premier point. Le second point est le suivant. On a aussi l'impression que on n'a pas suffisamment insisté, peut-être qu'ils n'ont pas dit publiquement, sur le fait que plusieurs pays ne satisfont pas, n'est-ce pas, à leur participation pour le fonctionnement de cette institution. C'est 2 ou 3 pays qui supportent, j'allais dire, les charges de la vie de cette institution. Aujourd'hui, cette institution est dotée d'un nouveau siège à Libreville, au Gabon. On va parler de l'ancien siège local de la Banque des États de l'Afrique centrale. Alors, la CEEAC passe d'un statut de locataire, au rue de Guégué, un quartier de Libreville, à un statut, parce qu'il s'agit d'un don. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, président en exercice sortant de la CEEAC. Alors, est-ce que vous pensez que la CEEAC aurait les moyens d'entretenir ce mastodonte au-delà des aspects que je venais de citer auparavant? Il faut déjà faire la distinction entre la CEMAC et la CEEAC pour permettre à nos auditeurs d'avoir une meilleure visibilité ou encore une meilleure compréhension de ces 2 structures-là. La CEMAC est composée de 6 pays. Il y a le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, Brazzaville, pas la RDC, le Tchad, la République centrafricaine et le Cameroun. Le Cameroun fait partie également de la CEMAC. Exact. Par contre, la CEEAC, il y a 11 États membres de la CEEAC. C'est plus élargi. Donc, il y a l'Angola, il y a le Burundi, il y a le Cameroun, il y a la Centrafrique, il y a le Congo-Brazzaville, le Congo démocratique dans la RDC, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Donc il y a 11 pays membres de la CEEAC et 6 pays membres de la CEMAC. Et pour répondre à votre première question, vous avez souligné qu'au sein de cette institution, on parle plus de paix et sécurité. Vous savez, ce n'est pas un secret de polichinelle. Nombreux sont des régions qui sont le théâtre d'un certain nombre d'instabilités. Et l'objectif
in fine, c'est de permettre à ce qu'il puisse avoir des mutations des biens et des personnes. S'il y a l'instabilité, s'il n'y a pas de paix, vous savez, c'est Baruch Spinoza qui définissait la paix comme étant un état d'esprit. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est un état d'esprit, c'est une volonté de bienveillance et de justice. Donc c'est une notion en fait qui constitue, on va dire, ce n'est pas une option, mais c'est une priorité. Absolument. Parce qu'il ne peut pas avoir de libre circulation des biens et des personnes s'il n'y a pas de paix. Sur le plan psychologique, les populations ne sont pas appelées ou encore ne sont pas amenées à pouvoir intégrer dans leur conscience la notion d'intégration, parce qu'il y a beaucoup, pour le moment, qui sont réfractaires. Certains pays de la sous-région qui sont encore réfractaires à cette notion, bien que régulièrement, ils assistent à un certain nombre de rencontres. Donc, je pense de mon point de vue que la sécurité et la paix, c'est d'abord les priorités. C'est vrai que l'objectif premier de cet organisme-là, c'est de booster véritablement l'économie de la CEAC. Mais on ne peut pas booster cette économie si déjà il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité. Vous voyez, donc c'est une première priorité. La deuxième question m'avait posé de savoir, est-ce que aujourd'hui cet organisme régional a les aptitudes, assez de ressources pour véritablement mettre en musique cette politique? Je pense que oui, il y a une ressource énorme, elle est véritablement énorme. Maintenant, c'est question de planification, de programmation et surtout l'implication des différents acteurs qui contribuent à la vie politique d'un pays. C'est vrai que c'est le politique qui est régulièrement sur la table pour débattre, pour discuter, mais il faudrait que les populations, via le canal des associations, des ONG, soient également impliquées dans ce processus-là, pour qu'après qu'il n'ait pas, une relation à la géométrie variable. Pourquoi? Parce que si le politique prend un certain nombre de dispositions et que le citoyen a du mal véritablement à comprendre les enjeux, la nécessité des décisions qui sont prises, parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus dans l'autarcie, on ne vit plus dans le narcissisme, on vit dans un village planétaire et l'intégration sous-régionale constitue véritablement un enjeu de plusieurs États, pas seulement de la sous-région, mais des États également africains. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ça bouge véritablement de ce côté-là. Il y a des efforts assez considérables. Comment se fait-il que la CEDEAO, les lignes sont en train de bouger, mais de notre côté, ça ne bouge pas? Je pense qu'il est l'heure de mettre véritablement en action toute cette programmation et planification. Et justement, puisque un nouvel ère s'ouvre à la CAC, excite le secrétariat général, et bienvenue à la commission. Gilberto da Piedade Verissimo, c'est le nouveau président tout à fait, de cette institution, de cette commission. Pour lui, il estime qu'il est temps d'élever l'Afrique centrale au niveau de la richesse des populations et des ressources naturelles qu'elle possède et donner à cette sous-région un sentiment de compétitivité qui la présente comme une destination attrayante à la fois pour ses habitants, en particulier les jeunes, ainsi que ceux qui veulent s'engager dans les affaires et s'y attellent. Alors, voici les premiers mots du nouveau président. Votre regard par rapport à ces premiers mots? Dans la même veine, M. Jaurès Edoundo, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être de manière lapidaire, nos auditeurs n'ont pas bien suivi, et peut-être de nous-mêmes aussi, parce qu'il faut effectivement intéresser les populations au fonctionnement, à la vie, et on allait dire à ce qu'elles peuvent gagner, parce qu'aujourd'hui, on parle d'intérêt. Comment voyez-vous cela? Comment pouvez-vous analyser justement par rapport au propos du nouveau président de la Commission? Ça rejoint mon intervention tout à l'heure, où j'ai souligné que la question de l'intégration régionale ne concerne pas seulement que le politique. Il faut l'implication des acteurs qui contribuent à la vie politique d'un pays. Concrètement, justement. De manière pragmatique, il y a la phase de sensibilisation. Parce qu'il faut sensibiliser les populations pour comprendre les enjeux de l'intégration sous-régionale et surtout quels sont les côtés, on va dire, bénéfiques de ces différents États. Parce que ce qui conduit un peu à ce que certains États soient réfractaires à cette notion, c'est notamment sur le plan démographique. Parce qu'il y a des pays tels que le Cameroun se dit, bon, si on parle d'intégration sous-régionale, on sera envahi par tel pays. Entre-temps, ça n'a rien à voir avec tout cela. Vous savez, dans l'histoire de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est considérée comme une intégration sous-régionale accomplie, il y a toute une histoire derrière. Un modèle d'intégration régionale. Il faut rappeler que l'Union européenne avait d'abord pour dénomination la Communauté économique européenne et c'est le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht qui a été adopté par les pays membres de cet organisme dans les années 90 qui permettra à ce que cette institution change de dénomination, va quitter de la CEAC à
la communauté économique européenne à l'Union européenne. Donc il y a un travail de fond qui a été élaboré pour sensibiliser, pour permettre aux populations de comprendre un peu les enjeux de l'intégration sous-régionale. Donc pour analyser ou répondre à votre question, je suis d'avis. Le nouveau président de cette commission-là, il faut des campagnes de sensibilisation, il faut mettre en place des rencontres, des échanges, des partages, des séminaires de formation, il faut des campagnes de sensibilisation dans les quartiers pour éveiller la conscience collective, pour comprendre qu'aujourd'hui, nombreux sont des pays de la sous-région, même de la région, qui sont fixés un objectif d'être des pays émergents. Mais l'un des critères des pays émergents, c'est de participer au commerce international. Vous voyez, vous ne pouvez pas participer au commerce international ou bénéficier des avantages du commerce international si vous n'êtes pas dans une organisation régionale. Parce que lorsque vous allez négocier au sein de l'OMC, vous ne négociez pas seul, vous allez parler au nom d'une organisation et vous pesez plus. Absolument. Vous avez un certain nombre d'avantages, tout ce qui est en rapport avec des taxes, avec tout ce qui est... Vous êtes un marché, quoi, déjà. Tout ce qui est en rapport avec l'architecture un peu, des échanges, des négociations, là. Vous avez un certain nombre d'avantages. Donc, du coup, il est important comme ça de sensibiliser les populations, de comprendre les enjeux, mais, il y a un travail de fond à mettre en place pour qu'après, ça soit pas des actions à éclat éphémère, comme on le voit régulièrement. On lance des programmes, ce sont des programmes qui ne mettent pas régulièrement long feu. Donc, qu'on ne soit pas confronté à ce feuilleton-là, mais il faut mûrir des réflexions et prendre les exemples un peu des expériences de ce qui s'est fait à la CEDEAO. Si ça marche à la CEDEAO, je pense également que ça peut marcher mais l'Afrique centrale. Est-ce que aujourd'hui, un problème de monnaie ne peut pas constituer un frein à la bonne marche de la CAC, puisque nous avons les pays de la CEMAC qui ont pour monnaie le CFA, nous avons l'Angola qui a sa monnaie, la RDC qui a sa monnaie. Est-ce que au-delà de tout ce que nous avons dit, constituant par exemple l'instabilité il y a quelques années de la sous-région, un travail remarquable de la CAC a été fait à ce niveau pour retrouver la stabilité au niveau de la sous-région. Et aujourd'hui, est-ce que un des chantiers de la nouvelle commission de la CAC n'est pas également de mettre en place une monnaie unique pour cette sous-région? Je vais prendre l'illustration de l'Union européenne. Bien que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, mais la Grande-Bretagne ne partage pas l'euro, mais faisait au moins partie de cet organisme-là. Donc, pour répondre à votre question, la monnaie ne constitue pas un frais. On ne peut pas constituer un frais lorsqu'on parle d'intégration régionale. Je vous ai pris l'illustration de l'Union européenne, notamment la Grande-Bretagne, qui a le livre sterling comme monnaie, la France à l'euro. Mais l'Union européenne faisait partie des moteurs, des poumons de cet organisme-là, bien que après, ce pays a décidé comme ça de se retirer de cette organisation pour plusieurs raisons. Il faut le mentionner, endogènes et exogènes. Maintenant, lorsqu'on essaie de contextualiser, parce que c'est important de pouvoir adapter nos réalités, adapter des théories en tenant compte des réalités sociologiques. C'est une bonne chose, de mon point de vue. Mon vœu, c'est que nous puissions avoir une monnaie unique pour qu'après, parce que eux, ce sont des démocraties, on va dire confirmées. Nous sommes des démocraties en construction. Parce que le retard structurel, hein. Le retard structurel, parce que là, nous sommes les deux. Infrastructurel et structurel, les deux. La preuve en est que là, on parle des réformes institutionnelles de la CAC. Donc, il faut commencer déjà à réformer l'institution de la CAC, revoir déjà comment toucher également le côté infrastructurel, parce que c'est le côté structurel qui permettrait d'avoir une meilleure visibilité, comment adopter un peu des réformes infrastructurelles. Absolument. Je suis d'avis avec vous. Revoir maintenant les termes de référence, les termes de négociation pour avoir une monnaie unique au sein de la CAC. Mais c'est un travail véritablement de longue haleine. Première chose déjà, c'est finaliser la réforme institutionnelle de la structure, ensuite passer à la phase d'opérationnalisation sur le terrain. Parce que l'homme d'abord, c'est Senghor qui le dit régulièrement, bien qu'il ne soit plus de nôtre, mais c'est un homme de lettres. Lorsqu'on parle de la science ne meurt pas. L'homme est au début et à la fin du développement. Donc la première richesse, c'est d'abord l'homme. S'il y a la campagne de sensibilisation, il y a la question de bonne gouvernance, la démocratie, parce que la démocratie repose sur un certain nombre de fondements indissociables, incontournables, que sont le cadre institutionnel d'expression politique par opposition à toute idée de participation et le cadre pratico-institutionnel de participation politique. Si déjà les fondements de la démocratie sont biaisés, mais tout est complètement, voilà, c'est chaos, c'est un échec. Pourquoi?
parce qu'il n'y a pas une clairvoyance en termes de fondements, en termes de vision claire par rapport aux objectifs qui sont fixés les pays membres de la CEEAC. Donc je suis d'avis avec vous qu'il serait de bonne loi d'avoir une monnaie unique, mais il faut véritablement redéfinir avec les pays, on va dire le colon, pour parler un peu de manière triviale, les pays occidentaux, les thèmes de négociation pour avoir une monnaie où les deux parties sont gagnants-gagnants. Nous avons vu tout dernièrement la commission de la CEMAC qui a mis en place un passeport CEMAC qui va profiter aux populations de 6 États membres pour la libre circulation des personnes, pour ne pas parler des biens, parce qu'aujourd'hui on constate qu'il y a une libre circulation des biens, mais où le problème se pose, c'est au niveau de la libre circulation des personnes, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la CEMAC, puisque la CEMAC faisant partie intégrante de la CEEAC, on n'arrive pas jusqu'aujourd'hui à arriver à une libre circulation des personnes. Au niveau des relations inter-États, est-ce qu'il n'y a pas un problème, ou bien aussi c'est la sensibilisation qu'il faut admettre? Les 6 pays qui composent, on va dire, la CEMAC, ce sont les mêmes pays qu'on retrouve au sein de la CEEAC. Effectivement, donc, cela signifie que les réformes institutionnelles de la CEEAC auront systématiquement des répercussions au sein de la CEMAC. Parce qu'on ne peut pas parler de la CEEAC sans pourtant parler de la CEMAC. Quasiment, ce sont les mêmes États qui se retrouvent au sein de ces deux structures-là. Ça signifie qu'en fait, les deux institutions sont confrontées aux mêmes réalités. Bien que le politique a pris un certain nombre de dispositions, un certain nombre d'engagements à exhorter, ou encore aujourd'hui on est dans la phase d'opérationnalisation de la libre circulation des personnes, mais de manière pragmatique, on remarque qu'il y a un peu ce laxisme-là qui est mis en exergue. Mais non, comment gommer tout cela? C'est tirer véritablement des leçons de manquement du passé. Et ça passe par quoi, comme je disais, il y a des campagnes de sensibilisation parce que il faut souligner que le Cameroun a cette particularité d'être avant-gardiste. Avant-gardiste sur le plan économique. Bien que c'est un pays de rente, comme plusieurs pays de la sous-région, centralisés que sur les ressources minières. On va dire le pétrole, le gaz, l'uranium, etc. C'est le bois. Donc, eux, ils ont eu cette vision-là de diversifier leur économie. Donc, ils ont le leadership sur le plan économique, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'États. Donc, nombreux sont des produits venant du Cameroun, donc qui quittent le Cameroun pour le Gabon. Donc, toutes les femmes qui mènent ces activités-là sont confrontées à la tracasserie administrative, sont confrontées à régulièrement des agents de contrôle, de contrôle intempestif. Ce sont des réalités que sont confrontées des populations. Maintenant, comment permettre à ce que nous puissions sortir un peu de ce laxisme-là, nous puissions sortir de cette perte de vitesse en termes d'engagement des politiques, mais c'est de sensibiliser et surtout parfois des mesures un peu répressives. Parce que sans discipline, sans ordre, point de succès. Il faut parfois mettre la discipline et ceux qui ne respectent pas ces dispositions-là doivent être frappés tout simplement par la loi. Est-ce que c'est à ce niveau que se trouve le problème aujourd'hui? Parce que le traité révisé de la nouvelle commission de la CEEAC, validant l'entrée en fonction de la commission, a déjà été ratifié par 9 États des 11 États. D'autres n'arrivent pas à ratifier. Est-ce que cela ne pose pas... La ratification, déjà, chaque mot a un sens. La ratification a 2 valeurs. C'est une valeur juridique et la deuxième valeur de la ratification, c'est une obligation. C'est-à-dire, la CEEAC, c'est une organisation supranationale. Lorsqu'on parle de supranationale, c'est qu'elle regroupe plusieurs États et des États ont des instruments juridiques. Et ces instruments juridiques sont coordonnés par des conventions internationales. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 9 qui ont ratifié, que certains ne l'ont pas fait, ça signifie que ils sont réfractaires, ils ne veulent pas le faire. Il faut mûrir la réflexion, il faudrait que cela soit en harmonie avec la Constitution. Vous savez, on définit la Constitution comme le statut d'un État, en ce sens qu'il définit son mode d'organisation, son mode de fonctionnement, ainsi que les modalités de dévolution du pouvoir, comme elle en fixe également les limites. Et la fondamentalité de la Constitution s'illustre par le fait qu'elle est au-dessus de la hiérarchie des normes. Donc toutes les autres normes sont soumises à cette dernière-là. Ça signifie, avant d'aller ratifier, il faut commencer déjà à porter un regard sur est-ce que la Constitution permet de le faire? Est-ce que sur le plan juridique national et sur les instruments juridiques et les réformes apportées au sein de la CEEAC sont en harmonie avec les textes de nos pays? Donc, il faut prendre la peine, mûrir la réflexion, mettre en place des experts pour leur permettre effectivement de ratifier des conventions. Aujourd'hui, il y a 9, donc on a même dépassé, on va dire, on est plus de la moitié. Absolument. Sur 9, il va rester combien?
mais 3. Absolument. Voilà, donc il n'y a que 3 États qui n'ont pas encore ratifié. Nous espérons que d'ici peu, il y aura la ratification de cette convention par ces États-là. Pas seulement la ratification, parce que en Afrique centrale, nous sommes les champions de la ratification des textes. Maintenant, le grand problème, c'est l'opérationnalisation des textes que l'on ratifie. C'est là où se pose véritablement le problème. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait que les acteurs de la vie politique travaillent en synergie. Les ONG, les associations, les partis politiques. Il faut également impliquer les partis politiques pour qu'après qu'ils ne se sentent pas véritablement délaissés dans les décisions prises. Bien qu'il y a l'exécutif qui est là, le politique qui est là, qui prend un certain nombre d'engagements, mais il faudrait que ça soit de concert avec d'autres acteurs de la vie politique pour que la marionnette puisse véritablement prendre sa saveur. Monsieur Jaurès, nous sommes Radio Gabon, donc une radio gouvernementale. Nous défendons les intérêts du Gabon. Justement, tout à l'heure, vous avez évoqué l'aspect lié, n'est-ce pas, un peu au commerce sous-régional, les difficultés que rencontrent notamment nos sœurs, nos mamans dans le cadre du commerce, notamment des denrées alimentaires. Mais justement, dans ce théâtre-là, on a l'impression que le Gabon ne propose pas grand-chose, que le Gabon est plutôt plus observateur qu'acteur. Votre analyse? Bien, il faut rappeler qu'il y a le chef de l'État a impulsé un nouveau dynamisme, c'est celui de la diversification de l'économie. La diversification, c'est un processus. Encore ce matin, j'ai écouté Madame la Première ministre, Christiane Soukai, qui soulignait que c'est un processus. La diversification de l'économie, ce n'est pas un claquement de doigts. Donc il y a un travail de fond qui est en train de se mettre en place pour pouvoir avoir d'autres pôles d'économie de notre pays qui vont contribuer au développement de notre pays. Pour le moment, on est considéré comme des observateurs, mais un travail de fond qui est en train de se mettre en place pour qu'il y ait véritablement une compétitivité au sein de l'Afrique centrale. Mais au-delà de cet aspect-là, il faudrait, parce que tous les pays peuvent bénéficier du commerce international. Il y a des théories qui ont été développées par Adam Smith et David Ricardo qui parlent des avantages comparatifs. Nous pouvons nous spécialiser dans un produit. En nous spécialisant dans ce produit, on aura facilement le monopole de la gestion de ce produit et qu'il soit un produit de qualité. Voilà les pistes de solutions. Voilà quelques éléments que peuvent les membres du gouvernement, le ministère du Commerce peut mettre en exergue pour nous permettre véritablement de nous imposer dans le commerce international et que ce commerce-là, ce pan-là soit un facteur de développement, un facteur de lutte contre le phénomène du chômage qui est véritablement endémique, qui est véritablement criant dans notre pays de Gabon. Pour le moment, on est considéré comme des observateurs, mais d'ici peu, je pense qu'il y aura des résultats escomptés en rapport avec la diversification de l'économie. Il y a une ONG actuellement qui a initié les formations des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole, le retour à la terre. Le retour à la terre. Voilà les métiers d'avenir. Le Cameroun aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, est un pôle, on va dire, économique, c'est le poumon économique, à le leadership économique sur le plan régional Afrique centrale. Mais ils ont compris un peu plus tôt que nous que la terre est une richesse intarissable, que la terre a énormément de potentiel. Maintenant, comment consolider les acquis de la richesse que nous avons dans notre pays? Parce que, en réalité, la terre qui est au nord du Gabon, c'est la même richesse également dans certaines des régions du Cameroun. Comment se fait-il que tout ce que nous consommons, une grande partie, vient du Cameroun? C'est une très bonne chose pour eux parce qu'ils ont compris que entreprendre, c'est quelque chose de bénéfique pour eux. Mais il faudrait effectivement que nous puissions s'inspirer de ce qui se fait chez les autres. Monsieur Jaurès, comment voyez-vous les chevauchements qu'il y a au niveau de certaines activités économiques à partir du moment où il devrait, si on veut rester dans l'esprit originel de la CAC, c'est-à-dire un esprit qui devrait permettre de booster notre économie sous-régionale. Chaque pays va avoir un hub aéroportuaire, chaque pays va avoir un hub portuaire. Aujourd'hui, je peux dire même il y a une forme de conflit au niveau du Rwanda qui est sur un grand chantier pour avoir une espèce de Salt Lake City africain, sachant qu'il y a déjà IAI au Gabon. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de chevauchement? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de concurrence qui ne dit pas son nom alors que les esprits devaient plutôt converger vers une même vision? Bien, il faut rapidement souligner puis de la réforme. Et c'est en vue d'en faire une communauté économique régionale viable et forte, dotée d'un exécutif à l'architecture rénovée. Absolument. Contribuer à accélérer le processus de la rationalisation des communautés économiques en Afrique centrale. Voilà un peu de manière lapidaire le but de la réforme de la CEAC. Il faut comprendre que la compétitivité, c'est quelque chose de positif. Plus vous êtes compétitif, plus vous avez un rival, ça vous donne
ce moral d'acier, ce moral de donner votre savoir-faire, votre faire savoir et votre savoir. Donc la compétition n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais non, il va falloir que nous puissions, au sein de cet espace géographique, harmoniser les choses pour qu'après les choses ne soient pas, on va dire, dispersées. Parce qu'on a connu, sans vouloir vous couper, on a connu le même cas au niveau des bourses de valeur. Hein. On avait une bourse de valeur à Libreville et une autre à Douala, alors que les deux pays appartenant à la même institution de la CEAC, il y avait comme une espèce de conflit. Bon, Dieu merci, ce problème a été réglé. Le problème a été rapidement réglé. Pourquoi? Parce que avant la phase de la réforme de cette institution, chaque pays cherchait à travailler un problème, non seulement de leadership, mais il y avait cette forme de tarcie. Chacun cherchait à vouloir faire les choses de son côté, sans pourtant consulter ses pairs pour qu'ils puissent véritablement harmoniser leurs différentes réformes au sein de leurs États. Et je pense que la réforme institutionnelle de la CEAC s'inscrit dans cette perspective-là, à travailler de manière collégiale. Parce qu'il y a également la mise en place, en termes de propositions, si vous me permettez, de mettre en place une commission de règlement des différends. Je ne sais pas si les réflexions ont été menées dans ce sens-là. Parce que s'il arrive qu'il y a les contentieux des différends entre les différents centres, parce qu'on parle la libre circulation des biens des personnes et des entreprises camerounaises qui seront installées au Gabon, qui pourront avoir des marchés. Maintenant, en cas de différend, est-ce qu'il y a un instrument juridique, est-ce qu'il y a un comité qui sera mis en place au sein de la CEAC? Ce sont des réflexions qu'il faut commencer à mener pour qu'après, ça ne soit pas des actions à éclat éphémère. C'est un chantier gigantesque. C'est véritablement un chantier gigantesque. Mais pourquoi ne pas prendre simplement l'exemple sur le plan bancaire? On a vu au niveau des réformes ce qui s'est passé avec le cas de la BGFI. Le cas de la BGFI qui est quasiment installé dans tous les pays de la sous-région et avec un certain savoir-faire, pour reprendre vos termes. Pourquoi ne pas simplement s'inspirer du cas bancaire et le ramener sur les autres plans, par exemple, au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture et le reste? Bon, déjà dire que les fonds de même les relations internationales sur le consentement mutuel. D'accord. C'est d'abord ça, basique, consentement mutuel. C'est des échanges, consentement mutuel et trouver un terrain d'entente pour qu'il n'y ait pas de différends entre les États. D'accord. S'inspirer du cas de la BGFI, maintenant il faut les adapter selon les réalités. Parce que le champ, comme je le disais tout à l'heure, est très vaste. On parle de la libre circulation des biens et des personnes. Ce sont des marchandises. Maintenant, là, vous avez parlé du cadre bancaire. Là, lorsqu'on parle des banques, c'est spécifique. Il y a un cadre juridique. Le service également, c'est spécifique. Vous voyez, donc on ne peut pas de manière péremptoire l'adapter. Non, on ne peut pas le faire comme ça. Mais non, il faut tenir compte de tous ces différents éléments que les spécialistes prennent la peine de pouvoir mener des réflexions dans ce sens-là pour avoir un bon ingrédient qui permettra de sortir un peu de ce laxisme-là. Les réformes institutionnelles de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, enjeux et défis, c'est le thème de ce numéro de Gabon Echo qui reçoit Jaurès et Dundong, experts en relations internationales. Alors Jaurès, le nouveau patron de l'institution qui reste très optimiste, assure que la CAC dispose d'instruments pour mettre dans les rails l'institution au niveau de l'intégration régionale. Une intégration économique soutenue par le développement des infrastructures, un marché commun, la libre circulation des capitaux, des personnes et des biens et une intégration plus accentuée des peuples. Autant de défis qui attendent les membres de la nouvelle commission de la CAC. Prenons un exemple, on parle de la libre circulation des capitaux. On va prendre l'exemple de notre pays, que le Gabon en Afrique centrale, c'est le pays où les gens transfèrent beaucoup plus de capitaux vers d'autres pays. À ce niveau-là, est-ce que la CAC peut avoir des instruments de contrôle pour la libre circulation de ces capitaux? Il faut souligner qu'il n'y a pas seulement que ces défis. Je vais quand même mentionner qu'il y a la consolidation de la paix pour sortir du cercle vicieux d'instabilité et de la fragilité. Oui. Il y a le développement des infrastructures, le transport, l'énergie, la technologie de l'information et de la communication aux transfrontalières. Il y a également l'opérationnalisation et l'harmonisation des zones de libre-échange de la CEAC et de la CEMAC. Il y a la réponse au changement climatique. On en parle peut-être pas assez, mais ça fait partie également des défis de la CEAC aux problèmes relatifs au changement climatique, la gestion rationnelle des ressources naturelles. Là, on parle des ODD, de développement durable, dans la gestion parcimonieuse des ressources naturelles, mais on pensait également aux générations futures, la préservation de l'environnement, la promotion également de l'employabilité des jeunes. Pour reprendre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, je disais que le travail il est titanesque. C'est un travail véritablement de longue haleine. On a besoin de l'ensemble des acteurs
pour faire véritablement la CEEAC une intégration régionale accomplie. La fuite des capitaux entre griffes, je peux m'exprimer ainsi, ça passe déjà par des politiques internes. C'est une organisation supranationale. Avant de penser d'abord à l'organisation supranationale, il faut commencer déjà à verrouiller, à mettre en place un certain nombre de dispositifs pour verrouiller véritablement la fuite des capitaux au sein de notre pays. Il y a un certain nombre de chefs d'État de la sous-région qui ont initié ce type de réformes-là. Ils n'ont pas attendu la CEEAC pour le faire. Je parle au cas de la Guinée équatoriale à démarrer avec ce projet-là. Donc, nous également, nous pouvons nous inspirer de la Guinée équatoriale pour véritablement apporter une piste de solution à la problématique que vous avez posée tout à l'heure. Donc, c'est pas nécessairement que la CEEAC doit le faire, mais que les États prennent conscience de l'importance de la circulation. Est-ce que à ce niveau-là, ce n'est pas seulement, puisqu'on parle de l'intégration régionale, est-ce que à ce niveau-là, ce n'est pas seulement le contrôle ou bien que la Commission peut fixer des bases d'un taux que les pays ne doivent pas dépasser au niveau des transferts d'argent vers d'autres pays? J'imagine que si c'est au sein de la CEEAC, il y a des réflexions qui sont menées dans ce sens-là, je pense. Et s'il y a des réflexions qui sont menées dans ce sens-là, ça devrait plutôt, de mon point de vue, interpeller les opérateurs économiques, parce que nécessairement, il y aura des dispositions juridiques qui seront mises en place s'il y a des réflexions qui sont menées dans ce sens-là pour véritablement permettre le contrôle de la fuite des capitaux, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que si on a le contrôle, ça permet au moins d'avoir une meilleure visibilité de la circulation de ces capitaux-là. S'il n'y a pas le contrôle des capitaux, bon, on sentira véritablement que il y a une forme de cacophonie, des désordres qui est organisé au sein de la société. Tout passe par la structuration déjà de l'architecture exécutive d'abord, exécutif avant de passer dans le cadre infrastructurel. On parle également d'un marché commun. Est-ce que c'est faisable en Afrique centrale? C'est faisable, un marché commun, c'est faisable. Et c'est contenu dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, la SLELECA, la zone de libre-échange continentale. Ce sont des documents, ce sont des instruments qui ont été élaborés au sein de l'Union africaine. Il y a l'agenda 2030 des Nations Unies qui exhorte de lutter efficacement contre la pauvreté, permettent effectivement aux États africains d'être au cœur même du commerce international. C'est possible, mais cela passe par un travail, je disais tout à l'heure, de fond. Il y a beaucoup de défis à relever. J'ai souligné tout à l'heure la consolidation de la paix. Il y a les questions de bonne gouvernance, il y a des questions de la réglementation de l'écosystème des affaires, parce que il y a le secteur culturel qui est également délaissé, parce que la culture et des industries culturelles ont un impact sur l'économie. Parce qu'on ne peut pas parler de l'intégration sous-régionale ou régionale s'il n'y a pas la mise en œuvre des politiques culturelles régionales. Parce que les échanges intercommunautaires peuvent être des moyens qui vont faciliter l'intégration régionale. Vu que la première richesse, c'est l'homme, les hommes auront l'opportunité d'échanger, de discuter via des rencontres culturelles, des festivals qui sont organisés, que ce soit au Cameroun, au Tchad, en Guinée équatoriale. Ça peut permettre facilement d'accélérer ce processus d'intégration régionale. Vous voyez, donc la culture et les industries culturelles sont également des moteurs d'intégration régionale. Dans la zone, la libre circulation des biens et des personnes, ce n'est pas métaphysique, mais c'est quelque chose qui est réalisable en Afrique. Si les autres ont pu le faire, je pense que nous également, nous pouvons le faire au sein de notre espace géographique. Mais comme je le disais, ça passe par un travail de fond, de sensibilisation. Voilà, je pense que via ces mécanismes qui seront mis en place, facilement, on pourra avoir des indicateurs de résultats et un rapport avec ce défi énorme. Pour compléter, M. Jaurès, donc peut-être préciser que la 10e réunion de considération des présidents de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, donc la COBAC, effectivement a mis en place une structure qui permet justement de contrôler ce problème de fuite de capitaux. Voilà, merci pour cette précision-là. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui se font. Peut-être que nos auditeurs, les populations n'ont peut-être pas l'information. Voilà pourquoi je disais, il faut impliquer la société civile. La société civile est une force de proposition. C'est un très bon relais. Via le canal de la société civile, ils pourront être en contact avec des populations, sensibiliser les populations, faire comprendre les populations les enjeux, l'importance, l'intégration régionale. C'est une exigence aujourd'hui pour pouvoir s'imposer sur la scène internationale. Là, les principes fondamentaux des relations internationales reposent sur quoi? Sur la souveraineté, sur l'égalité,
sur l'équilibre des puissances. Qu'est-ce qui fait l'équilibre des puissances? C'est le jeu d'alliance qui fait l'équilibre des puissances. Ça fait en sorte que lorsque vous arrivez sur la scène internationale, vous ne parlez pas seul, vous parlez au nom d'une organisation et ça pèse énormément sur la scène internationale. Voilà le discours que tiennent un peu un certain nombre de politiques, parce qu'il faut dire que je suis spécialiste en relations internationales et la relation internationale, c'est une branche de la science politique. Et la science politique, c'est une discipline qui a pour objet d'analyser les phénomènes considérés comme politiques. Et je pense que je suis la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Au nombre d'autres défis, il y a le devoir de promouvoir la démocratie dans les États membres de la sous-région et de la protéger lorsqu'elle est en péril. Aujourd'hui, le constat, c'est que la CAC a beaucoup travaillé pour la stabilité de la sous-région Afrique centrale avec la création de l'armée de la CAC. Pour le projet COPAX. Effectivement, pour le projet COPAX. Aujourd'hui, nous avons, en dehors de Boko Haram, qui sévit au nord du Cameroun et au Tchad, l'Afrique centrale, on peut se rassurer que l'Afrique centrale est une région sûre et stable. Je reste d'où en tant qu'un spécialiste des relations internationales, comment, avec cette idée-là, pouvons-nous attirer des investisseurs dans notre sous-région? Mais ça passe par la stabilité de la sous-région. J'en parlais tout à l'heure, ça passe par la stabilité de la sous-région. Et on ne peut pas parler de la paix, la stabilité, c'est des éléments, on va dire, je ne vais pas dire élémentaires, mais on en a besoin, la paix. On a besoin de la stabilité. Et tout à l'heure, vous avez parlé du COPAX. Et cet élément fait partie de l'intégration harmonieuse du COPAX dans l'architecture institutionnelle de la communauté. Donc ça fait partie des échanges qui étaient au menu lors de la mise en place du comité de pilotage de la réforme institutionnelle. Je l'ai mentionné tout à l'heure, il y avait la présentation du rapport des travaux du comité technique des experts, l'examen du projet de texte révisant le traité instituant la CEAC, le projet de texte ainsi validé, comme notamment, on va dire, la mutation du secrétariat général de la CEAC en commission, composé de 7 commissaires, y compris le président et le vice-président, l'intégration harmonieuse du COPAX dans l'architecture institutionnelle de la communauté. Nous allons nous arrêter là, l'institutionnel de la communauté. Ça signifie que au sein de ce comité de réflexion, ils ont compris l'importance d'harmoniser le fonctionnement de cette institution-là pour que la sous-région, pour que la région soit véritable, notre région soit véritablement stable et attrayante. Parce qu'on ne peut pas avoir les IDE, les investissements directs étrangers, s'il n'y a pas de stabilité. On ne peut pas avoir l'arrivée d'un certain nombre d'hommes d'affaires s'il n'y a pas de stabilité. Ça passe bien évidemment par un travail de fond, une armée harmonieuse et surtout le respect de nos institutions, le respect également de la voix du peuple, le respect également de la citoyenneté des populations, parce qu'il y en a qui ont une citoyenneté qui est blessée. On définit au sens anglo-saxon du terme la notion de la citoyenneté comme la prérogative de chaque individu d'exercer ses droits civiques et de participer dans le processus décisionnel lié à la construction de la cité. Du moment où il y a l'instabilité, c'est que dans le fond, il y a un problème. Donc, il faut chercher à trouver des pistes de solution à ce problème-là pour qu'il y ait véritablement la stabilité. Et la région des Grands Lacs, on a des groupes djihadistes qui font des ravages au nord du Cameroun, d'un certain nombre de régions au Tchad, en Centrafrique, régulièrement confrontés à l'instabilité, à la dégradation du climat socio-politique. Donc, ce sont des éléments à prendre en considération pour que nous puissions avoir une intégration régionale accomplie. Parce que les répercussions des réformes institutionnelles de la CEAC, parce que la mission, entre autres, de l'actuel président de la Commission, c'est de continuer ce travail des réformes. Donc, il faudrait effectivement que les populations soient impliquées, qu'il y ait une paix durable, qu'il y ait une paix viable, que les populations vivent dans des États justes, équitables et prospères. Donc, comme disait le président Barack Obama, l'ère nouvelle commande connaît plutôt des institutions fortes que des hommes forts. Je partage partiellement cette assertion de Barack Obama. Pourquoi partiellement? Je m'explique. Ce sont des hommes qui élaborent des textes. Et il y a ce qu'on appelle les typologies de leadership. Il y a des bâtisseurs, il y a des constructeurs, il y a des visionnaires. Donc, nous avons besoin aujourd'hui des leaders
qui partagent cette vision des choses. Ce sont des visionnaires, ce sont des bâtisseurs, ce sont des constructeurs qui partagent véritablement ce trinôme-là. Ce sont des visionnaires, ce sont des bâtisseurs, ce sont des constructeurs. C'est vrai que des institutions, on a besoin parce que ce sont des institutions qui permettent de réglementer, de régir, d'avoir le fonctionnement de la cité, mais ce sont des hommes également qui permettent, qui animent véritablement le fonctionnement des institutions. Donc il y a une forme de dualité entre les hommes qui sont forts et des institutions également qui sont fortes. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, fidèles auditeurs de Gabon Echo, c'est la fin de cette émission. Nous recevions Jaurès Edundong, expert en relations internationales. Merci Jaurès pour votre... C'est moi qui vous remercie et je profite de cette occasion-là à féliciter le travail que vous abattez parce que ça permet comme ça à nos auditeurs, ceux qui sont à l'intérieur du pays et même hors de nos frontières, parce qu'on est écouté hors de nos frontières, d'avoir un peu un aperçu sur ce qui s'est fait sur le plan national, sous-régional, régional et même à l'international via ce type de sujet. Merci Jaurès Edou. Au montage et mixage, Shelly Manéa, Gérard Malekou et moi-même Fabien Guillaume vous disent merci d'avoir été des nôtres. À bientôt pour un prochain numéro de Gabon Echo sur Radio Gabon, la référence. Surtout n'oubliez pas la mesure barrière. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.